sont très heureuses de vous accueillir ce matin, ainsi que les organisations patriotiques, les associations, les personnalités, la chorale La Pastourelle et toutes les personnes ici présentes réunies pour la commémoration du 3 août 1914. Nous sommes très honorés que ce lieu, cette basilique, ait été choisi pour inaugurer cette journée. À peine construite, à peine consacrée, elle subit le sort de toute la ville et des villages environnants, abattus, rasés par des milliers de tirs de canon. Pendant de longs mois, au sommet du clocher à demi éventré, la Vierge penchée signifia pour les habitants l'expression de la compassion de Marie pour toutes les victimes et la promesse de la fin prochaine de la guerre. La paix revenue, la basilique fut reconstruite aussi belle qu'avant. Comment ne pas se demander ce qu'il en est du défi de la paix aujourd'hui? Oui, il y a 100 ans, nous entrions dans la Grande Guerre. Si beaucoup, et dans chaque camp, si beaucoup espéraient que la guerre serait courte, si beaucoup y sont allés avec fierté et détermination, si notre mémoire est très reconnaissante vis-à-vis de ceux qui ont voulu défendre la patrie et ce qu'elle portait pour eux de valeur, nous savons aussi le poids de l'absurde dont a été marquée cette guerre. Nous savons aussi que l'espérance de la paix, quand elle se construit sur de mauvaises bases, notamment sur la vengeance et l'humiliation des vaincus, ne fait que préparer de nouvelles violences.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Je me permets de vous offrir la dernière œuvre de Méholt et des autres villes qui fabriquent le Airbus. Je vous offre de la part de toute la communauté l'Airbus 380. J'ai eu une fois l'occasion de voler dans un A380. Ah, vous avez quelle chance. C'est très impressionnant. Je vous remercie beaucoup, mais je n'ai pas oublié Albert. Et puis vous savez, vous avez parlé du Picard. Hein. Je sais que le Picard, ce que j'ai retenu, c'est le Picard, c'est le parlage du cœur. Alors Albert, je me souviendrai, c'est l'industrie aéronautique. C'est là où on s'envole, on monte vers les hauteurs. Je compte sur vous pour aider le diocèse à monter vers la hauteur de son Seigneur, qui du coup nous fait descendre dans la réalité des hommes et des femmes de notre temps, mais nous serons présents aux hommes, les femmes de notre temps, justement que si nous sommes dans le Seigneur. Alors, un beau symbole. Alors n'oubliez pas que cet après-midi, il y a aussi beaucoup de manifestations jusque tard dans la nuit, parce que c'est en même temps que le centenaire, le début du centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est aussi la fête de notre petite ville et notre belle ville d'Albert, qui est la plus belle de toute la Somme. Et donc, il y a des maladies, ça se discute pas. Nous aurons certainement la tristesse de voir les larmes sur les yeux de la jeune mariée et du jeune marié qui va partir mobilisé. Il partira à la gare, vous irez à la gare bien sûr. Nous reviendrons ici pour remettre l'horloge qui est sur le balcon en route et pour compter les 1562 jours qui nous séparent d'aujourd'hui au 11 novembre 2018. Je ne sais pas si c'est pas facile, mais moi je suis très très heureux d'être parmi vous. Je me sens déjà Picard. C'est une tradition dans notre
pays du coquelicot que la cornemuse, qui fait suite au pipasso, encore plus ancien que la cornemuse. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Puisque rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, que demeure sur vous la bonté de notre Dieu et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Coucou Cigogno. Les timbres aussi? Ah oui, c'est eux qui pissent en mal.
réveillés, le tocsin s'est mis à sonner, et là, la vie de millions d'hommes, de femmes, d'enfants aura basculé. Vous avez pensé au parapluie? Non, c'est mon chapeau à la place. Voilà. Après la pluie, le beau temps, grâce à la pluie Joël. Avis à la population. Avis à la population. Par décret du président de la République, la mobilisation est ordonnée. Le premier jour à Albert sera le dimanche 3 août 2014 à 16h et un petit peu plus à cause de la pluie. Tout Français soumis aux obligations militaires devra, sous peine d'être puni avec toute la rigueur de la loi, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation qui lui sera remis au bureau militaire installé place de la Gare. Le tocsin a sonné, annonciateur d'un mouvement redoutable et grandiose. Nous savons qu'il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne soit prêt à faire son devoir, car nous savons aussi pouvoir compter sur votre patriotisme. Vive la France! Vive la France! Le temps des cerises, les guerres s'ignorent, les mers au cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera pionnier le nerf mon cœur. Mais il est bientôt le temps des cerises où l'on s'en va deux, cueillir sans rêve des pendantes cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bientôt le temps des cerises en dents de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur de chagrin d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi les peines d'amour. Je l'aurai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte et d'âme fortune en mettant offerte pour l'achever. Fermez-moi douleur, quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Mesdames, mademoiselles, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus ici à la basilique d'Albert malgré le temps pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Hortense et de Guillaume. Pour ceux qui étaient là le 25 avril, nous avons célébré ici en ce lieu le mariage de ce cher couple. Et malgré le temps qui n'était pas au rendez-vous, tout comme aujourd'hui malheureusement, ça a été une belle noce. Et oui, comme le dit l'expression, mariage pluvieux, mariage heureux. Malheureusement, ce jour du 25 avril a aussi été le jour de départ d'un compte à rebours bien funeste des 100 jours précédant la mobilisation française qui sera suivie par un certain orage d'acier, de feu et de sang. 100 jours se sont écoulés et aujourd'hui, nous y sommes le 3 août 1914, jour de la mobilisation française à Albert. La question est la suivante. Sera-t-elle courte, longue, voire même sans fin? La réponse se trouvera sur le champ de bataille. Lorsque le tocsin a résonné, Guillaume et Hortense étaient en train de récolter une moisson prometteuse. Ayant entendu le tocsin, ils se sont précipités au bourg pour s'informer. Une fois arrivés, on avait beau leur dire que la mobilisation n'était pas la guerre, l'inquiétude se lisait quand même sur leur visage. Et Guillaume pensait qui allait rentrer la moisson, qui allait s'occuper de ça, qui allait s'occuper de la ferme. Il savait très bien, lui, qu'Hortense ne pourrait pas y pourvoir à elle toute seule. Les gens pensaient, pour la plupart d'entre eux, que les soldats seraient de retour très vite. Ils pensaient qu'ils seraient de retour pour Noël. D'autres, encore plus optimistes, ou attention, ça dépend de la place, pensaient qu'ils seraient de retour dans quelques semaines. Je vous propose à présent de faire connaissance de notre nouveau couple qui va ouvrir un nouveau chapitre dans notre histoire, Jeanne et Maxime. Contrairement à Hortense et Guillaume, eux sont issus d'un milieu un petit peu plus citadin. Ils ont bien sûr eux aussi été bouleversés par l'annonce de la guerre. Eux qui avaient en but d'acheter une petite maison qu'ils avaient repérée dans la rue des Aisés. Hortense et Guillaume, à la fin de leur mariage aussi, avaient les yeux pleins de bonheur et des idées plein la tête. Le père François comptait leur céder quelques arpents de terre pour agrandir leur exploitation. Le frère de Jeanne, Jacques, travaille dans les usines Pernod. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait connaître à sa sœur son grand amour, Maxime, collègue dans la même usine. Comme je vous l'avais dit, il a été aussi bouleversé par l'annonce de la guerre. Mais contrairement à Guillaume, qui lui était inquiet par rapport à sa moisson, Maxime, lui, était dans un autre état d'esprit. Par exemple, les soirs précédant l'annonce de la mobilisation, ses amis et lui, de futurs mobilisés aussi, ont fait, je cite, célébration de leur départ. Non, sérieusement, ils ont célébré leur départ au front. Et pour cela, ils ont inventé des expressions qui illustrent ce qu'ils allaient faire aux Allemands, comme par exemple, on va bouffer du Fritz, on va faire le coup de torchon au teuton, on va presser du prussien, et j'en passe. J'ai assisté à toute la scène et sincèrement, j'espère que lui et ses amis se retrouveront dans le même régiment, sinon j'ai bien peur qu'ils ne tiendront pas un seul jour. Mais ils ne tiendront pas un seul jour. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ce qui va arriver à des milliers de Français, de soldats français. Ça coûte pas trop sur la chemise là, dans le cou? C'est pas grave. Pour vous dire, certains ne tiendront même pas une demi-journée, pas même quelques heures. Et même, certains ne tiendront même pas quelques minutes. Pour vous dire, certains n'auront même pas le temps de passer les barbelés de leur ligne de front. Ils seront déjà abattus par une balle poche avant d'être happés par la boue du champ de bataille. L'annonce de la mobilisation s'est répandue dans les villages aux alentours d'Albert. Et déjà, vous pouvez voir, les premiers militaires sont déjà en place, prêts à partir vers la gare pour monter dans le train qui les emmènera au champ de bataille. Pour ceux qui étaient présents le 25 avril, peut-être que vous reconnaissez quelques visages, peut-être reconnaissez-vous dans l'assistance l'oncle Alfred, l'incorrigible séducteur de la famille. Peut-être reconnaissez-vous aussi Auguste, le meilleur ami de Guillaume. Et dans l'assistance se trouve aussi le frère de Jeanne, Jacques. Mais malheureusement,
son histoire sur le champ de bataille sera très courte. En effet, il fera partie des 227 000 pertes de la première bataille de la Marne en septembre 1914. Guillaume et Maxime, n'écoutant que leur courage, ont rapidement décidé de rejoindre les troupes. Après une dernière étreinte échangée avec leur chair et tendre, cette étreinte pleine d'inquiétude qui est un signe d'au revoir et non d'un adieu, ils s'en vont rejoindre le cortège des militaires. Parmi le reste du cortège se trouvent des personnes qui se connaissent, des membres de la même famille, des collègues de travail. Et cela est très rassurant pour eux. En sortant de chez eux, ils étaient seuls, la boule au ventre, partant vers l'inconnu, partant vers quelque chose dont ils n'avaient aucune connaissance, dont ils n'avaient pas encore conscience. Mais une fois retrouvés, se retrouver ici, une fois qu'ils étaient ensemble, cette boule au ventre a disparu peu à peu. Et oui, les soucis et les ennuis se dissipent plus vite quand on est en famille ou entre amis. Et ils vont se dissiper encore plus vite lorsqu'ils seront soutenus et portés par tous ces gens venus des villages aux alentours. Bouzincourt, Dernancourt, Auville-la-Boisselle, Pozières, Aveluy, Miancourt et autres. Qui sait, peut-être que parmi ces foules qui vont les rejoindre se trouvent de jeunes hommes qui sentiront la flamme sacrée du sacrifice allumé en eux et viendront rejoindre le cortège militaire d'eux-mêmes. Les mobilisés arrivent peu à peu, sont encadrés par les militaires. Et dans quelques minutes, ils commenceront leur voyage vers ce qui sera peut-être leur ultime destination, la gare d'Albert qui les emmènera ensuite vers l'angoissant inconnu du champ de bataille. Hortense et Jeanne accompagneront leur mari jusqu'à la gare, tellement la séparation est douloureuse et l'angoisse leur perçait leur cœur. Regardez ces hommes qui étaient inquiets au début, ils étaient un peu anxieux, mais maintenant, regardez, les conversations s'engagent. Il est temps pour eux de faire connaissance, d'oublier la moisson, le travail à l'usine, mais aussi les femmes, les enfants, la mère qu'on abandonne. Et par la suite, cet esprit tendu, tel un noble élan national comme une fièvre patriotique, murmure, puis un grondement prêt à se déverser pour anéantir ces hordes barbares. Vous les voyez, ils sont prêts maintenant, prêts à se mettre en route vers la gare. Il n'en sera que mieux pour le moral des troupes, bien que pour moi, cela ressemble plus à un troupeau qui s'apprête à emmener à l'abattoir. Car moi, je connais exactement ce qui va arriver à chacun d'entre eux. Et je peux vous dire que même pendant les premiers jours, une bonne partie d'entre eux seront déjà ensevelis sous la boue du champ de bataille. Dès à présent, mes chers amis, il est temps de se diriger vers la gare. Pour un départ, on s'entend. Vers la gare. Là, maintenant. Compagnie, en avant. Marche. Vous avez beaucoup blessé là? Mesdames, les infirmières, là pour l'instant ça fait là.
Madelon, Madelon, Madelon. Hommes de tête, vous emmenez vos hommes, cette colonne, à l'infirmerie, au bureau militaire. Porte-drapeau. On va bouffer du boche, les gars. Vos hommes. Allez, en avant, marche. Nous sommes arrivés à d'Albert, là où nos futurs soldats mobilisés et militaires vont s'apprêter à monter dans le train qui les emmènera sur le champ de bataille. C'est ici qu'ils vont avoir une dernière occasion de pouvoir échanger un dernier regard avec leurs compagnes et un dernier sourire avec leurs enfants. Après un bref passage au bureau militaire pour aller chercher leur fascicule de mobilisation et à l'infirmerie pour se donner un petit coup de pouce, ils iront se rassembler autour de la tribune du maire pour écouter son discours. Le maire va leur donner quelques dernières paroles d'encouragement. Mais lui a conscience de la réalité de la menace allemande. Petit. Ah oui, petit. Et par conséquent, afin de donner aux soldats encore plus de cœur à l'ouvrage, il ne rechignera pas en formule emplie d'un sentiment de bravoure, de courage, de sacrifice et de devoir, tout en prenant soin de diaboliser à l'extrême ceux qui se trouvent en face. Et oui, à la guerre comme à la guerre. Et tandis que les mobilisés, les militaires et les familles aussi vont se rassembler autour de la tribune du maire pour écouter son discours, le train qui va les emmener au champ de taille fait son entrée. Ah, ça y est, ça. Ces dernières paroles que M. le maire est partagées avec ses mobilisés et ses militaires. Allez. Je croyais qu'il était passé. Aujourd'hui est en marche un mouvement redoutable et grandiose qui commence un immense développement historique d'une France héroïque. Une émotion patriotique a enfiévré notre esprit. L'ordre de mobilisation se passera avec une volonté implacable. Tremblez, vous, les nouveaux barbares, commandés par un Kaiser, homme du monde, qui, sous un vernis civilisé, est le frère de Jessica et d'Attila. Vous allez servir la cause de la pensée française, si admirablement liée à la cause de l'humanité, et montrer au prix de son sang qu'elle a levé splendidement, simplement pour sauver la liberté de l'Europe et du monde. Vous, de la ville et des champs, vous savez les idées de la France, sa volonté de paix, mais comprenez la menace d'une Allemagne dominatrice, et vous déclarez avec résolution que c'en est assez et qu'il faut en finir. D'un élan sublime, vous allez quitter vos pères, vos mères, vos femmes, vos enfants, vos maisons, vos terres, vos travaux pour prendre les armes et assurer le salut de la patrie. Dans quelques instants, après avoir quitté le quai d'embarquement, vous passerez tous aux portières des wagons, vos têtes en jetant l'espace mystérieux, vos lignes de guerre et d'espoir. Il en sera ainsi d'un départ qui donnera le spectacle d'une formidable vague de foule, qui s'exhale le sentiment de l'intrépidité et de la volonté de vaincre, la valise à la main, la musette à l'épaule. Ce sont venus de partout des ouvriers, des paysans, des employés de commerce, de banque, des professeurs, des instituteurs, des notaires, mais aussi des fils de la bourgeoisie et toute cette jeunesse qui réclame sa part de responsabilité et de danger. Que font-ils? Que disent-ils tous?
s'arrachant aux poignées de main des hommes, aux étreintes de femmes. Du même poids, du même clameur, ils chanteront la Marseillaise. La Révolution leur a laissé son hymne, celui que les soldats de l'an 2 lançaient en coup de foudre contre l'Europe en armes. C'est l'arme sacrée qu'ils saisissent instinctivement au moment d'aller offrir leur vie à la France. Nous savons qu'il n'y en ait pas un seul qui ne soit pas prêt à faire son devoir, car nous savons aussi pouvoir compter sur leur patriotisme. À cette heure et à ce moment, ici, sur cette place, il y a la patrie du droit et de la justice tout entière, unie dans le calme, la vigilance et la dignité. On les aura. Vive la France! Vive la France! Vive la France! De ces enfants de nous mentionner il est temps de nous expliquer un petit peu. Vous vous souvenez quand il a dit, par exemple, tremblez, vous, les beaux barbares. Croyez-moi, au début, c'est plutôt eux qui tremblaient. Une des erreurs les plus fatales au début a été de sous-estimer l'armée allemande. En effet, cette dernière, sur le plan militaire, était bien mieux équipée et bien mieux organisée. L'armée qui en paiera le plus lourd tribut sera l'armée britannique, lors de la Somme, entre juillet et novembre 1916. Souvenez-vous aussi, lorsque M. le maire a dit d'un élan sublime, vous allez quitter vos pères, vos mères, vos femmes, vos enfants, vos maisons, vos terres, vos travaux pour prendre les armes et assurer le salut de la patrie. Il a oublié de leur préciser aussi, vous serez massacrés par milliers, et je peux comprendre pourquoi il omet de mentionner ce détail. Au-dessus de la gare, moi j'aurais bien mis une banderole avec inscrit dessus « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Je pense que ça colle parfaitement avec ce qui les attend, là-bas, au loin. Souvenez-vous aussi quand M. le maire a dit « Si le visage de vos mères, de vos femmes, de vos sœurs au moment de l'adieu exprime une émotion qui étreint le cœur, notre physionomie de soldat, martial de vaillance et d'audace, gardera sa force et sa grandeur. » Ils ont beau se prendre pour des surhommes, même les plus virils d'entre eux pleureront leur mère avant de rendre leur dernier soupir sur le champ de bataille. Et c'est seulement à ce moment que les femmes, et les enfants, et les mères ont une bonne raison de pleurer. Souvenez-vous aussi quand M. le maire a mentionné le fait que ce sont venus de partout des ouvriers, des paysans, des employés de commerce et de banque, des professeurs, des instituteurs, des avocats, des notaires et aussi des fils de la bourgeoisie. La jeunesse qui réclame sa part de responsabilité et de danger. Cette jeunesse, ces jeunes, des enfants même, ce seront eux les premières victimes de la guerre. Ces jeunes hommes ou même enfants qui ne connaissent rien ou très peu à l'organisation militaire ou au maniement des armes seront entraînés quelques mois avant d'être envoyés sans vergogne sur le front. Leurs vies seront purement et simplement gâchées. Ils ne serviront qu'à ouvrir la voie aux autres soldats. Vraiment, quel gâchis. Et enfin, M. le maire disait, on les aura. Vous les aurez, certes, mais pas tout de suite, Les pertes s'élèveront d'abord en dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers avant que la muraille allemande ne s'effrite. Seulement après que j'aurai l'occasion de les peindre. Et afin de dissiper les dernières craintes et les derniers doutes que peuvent éventuellement ressentir, laissons-les maintenant les dissiper en déclamant à l'unisson les paroles de l'hymne de la Marseillaise. Soldats, il aime jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes, aux armes citoyens, chantez vos bataillons, marchons, marchons, bien sans appui, œuvre
Veuillez embarquer. Il est temps à présent pour les mobilisés et les militaires de prendre place dans le train. Après une dernière étreinte, un dernier sourire. Allez! Il faut prendre place. Regardez-les monter dans le train. Certains sont encore un petit peu anxieux, d'autres au contraire, on les rend jouer, visiblement impatients des congrès qu'ils attendent. Les plus critiques sont même en train de fredonner encore les paroles de la Marseillaise de leur danse. Personne, mobilisé. Mobilisé, par là. Allez, au maximum, par là. Et le pas se défendre, essaye de ne pas se défendre en larmes devant peut-être ce dernier instant est le plus partagé avec le pour les enfants qui sont encore vivants, de pouvoir se reposer. Et allez les gars, sortez la Montez dans la deuxième voiture là. Montez dans la deuxième voiture. Il y en a encore. Il n'y a personne là, il n'y a pas de monde. Il y en a encore. Alors il faut... S'il y a plus de place pour les Je vous propose de partager avec eux les derniers instants, les derniers mots que vous partagez. Au revoir, Flo. On s'écrit, hein. Écris-nous. C'est bon. Et mesdames, appelez votre... Reculez mesdames. Reculez mesdames. Reculez, s'il vous plaît. Au départ du train. Au départ du train, s'il vous plaît. Allez, reculez. Question. Dans le train. Attends, on monte. Et ceux-là, ils sont pas arrivés. Ah oui. Bon bah alors. Au revoir, Joël. Au revoir, hein. Tu pars pas vite, le passage, les gars. Je mettrai une place, on va monter. Le passage en finale, là. Ah, dans chaque année, il faut faire un... Et si, il faut faire un chemin là-bas. Hortense a pu rendre le départ de Guillaume plus difficile. J'avais peut-être compris si vous avez... N'ayez pas peur, on va les renvoyer chez eux. Et Jojo. Du côté de Jeanne et Maxime, ils attendiront aussi un heureux événement, mais celui-ci ne sera conçu que pendant une période de Maxime. France. Les copains de 30 ans. C'est loin là. On est de filmer des condamnés à mort là. Ouais, c'est vrai ça. C'est l'antichambre là. Cette partie de l'université se déroulera très vite avec un événement sur lequel plusieurs dizaines d'installations se sera plusieurs milliers d'hommes qui perdront leur vie au champ d'honneur. Comme je vous l'ai dit, les soldats ne seront pas de retour pour Noël. Le procès n'aurait dû durer que quelques mois au pire. Au final, durera 1562 jours. Avec des guerres qui s'élèveront en plusieurs millions. Une se trouvant sur le mémorial de Mamet, une inscription en gallois qui dit « Souvenez-vous de leurs efforts, respectez leur mémoire ». Et une autre se trouvant sur un tableau dans la salle commémorative de la tour d'Ulster qui dit « Vous qui reviendrez, parlez-leur de nous et dites-leur que pour leur garantir un futur, nous leur avons sacrifié notre présent ». Ils sont maintenant partis. Et maintenant, chers amis, je vous invite
à retourner à la basilique, assister au retournement de l'éphéméride et à la révélation de la nouvelle fresque. Le tableau ne sera certes pas toujours noir, mais vous savez bien, et moi aussi, qu'au final, sur la balance, le plateau noir sera toujours bien plus bas que le blanc. Un à un, les 1562 jours de la Première Guerre mondiale vont se comptabiliser. Pour chacun de ces jours, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui tomberont au champ d'honneur. Durant tout ce temps, je vous tiendrai informé du quotidien de Maxime, de Guillaume et de ses proches. Mais pour tous ceux qui ne reverront jamais leur famille, souvenons-nous de ces mots. Ils ne grandiront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais votre âge, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Je vous propose dès maintenant de vous souvenir de ceux qui sont tombés lors des tout premiers moments. Avant que nous vous invitions à rejoindre le jardin public pour assister à la célébration interreligieuse qui clôturera cette journée consacrée au devoir de mémoire, nous voudrions vous remercier, vous tous, que vous soyez figurants ou spectateurs, vous qui vous êtes mobilisés pour participer à la reconstitution et à la commémoration de la mobilisation française d'août 1914. Alors, sous vos applaudissements, chaleureux, s'il vous plaît.
ceux qui voudraient participer, assister. C'est Bernard ? La mobilisation, telle que nous venons de la revivre, est le début d'un conflit qui durera 5 ans et qui réunira 40 nations belligérantes. De par son ampleur, cette première guerre mondiale marquera à jamais les esprits et les cœurs. Imaginez l'inimaginable. 60 millions de soldats, 10 millions de morts, 25 millions de blessés, 10 millions de réfugiés, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins, dont près d'1 million pour la France. Devant cette guerre totale, qui creusera une profonde cicatrice dans notre histoire, il nous a semblé important, au-delà des commémorations, d'instaurer un temps de partage et de dialogue. Je remercie chaleureusement pour leur participation à cette célébration. Je terminerai ce mot d'accueil en vous lisant une partie du préambule de la charte de l'ONU du 26 juin 1945, à laquelle appartient 193 pays sur 197 dans le monde. Nous, peuple des Nations Unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui, 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Merci de m'avoir écouté. Merci Eric pour ce petit mot d'accueil et cette présentation de ce temps de prière, de réflexion, de méditation interreligieuse. C'est la première fois que nous vivons un temps exceptionnel comme celui que nous allons vivre maintenant. Quelle que soit notre foi, juive, musulmane ou chrétienne, ou quelle que soit notre non-foi, nous ne pouvons pas rester indifférents devant toutes les souffrances, quelles qu'elles soient. Celle d'un malade sur son lit d'hôpital, celle d'un militaire blessé, celle d'un civil injustement blessé également. Et si nous sommes croyants, nous ne pouvons pas rester non seulement insensibles à la misère humaine, mais nous ne pouvons qu'exprimer notre cri, parfois cri de révolte et d'incompréhension devant le silence de Dieu, cri de confiance et d'une prière insistante, parce que ce Dieu, nous l'aimons et que nous savons qu'il n'est pas indifférent à la vie, la bonne santé ou la maladie, la joie ou la peine, la souffrance ou le bien-être. Merci aux 4 communautés religieuses, juives, musulmanes, protestantes et catholiques. Merci à vous tous, ayant la foi ou ne l'ayant pas, d'être présents après avoir inauguré ce temps qui nous mènera à 2018-2019 et qui nous permettra de nous mémorer, nous remémorer, de faire mémoire, mais profonde et sérieuse, de ces temps qu'ont vécu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ceux et celles que nous n'avons certainement jamais connus, mais dont nous gardons la mémoire parce que leurs noms sont inscrits sur la pierre
la pierre de nos cimetières ou de nos monuments. Si nous nous rencontrons aujourd'hui, juifs, chrétiens et musulmans, c'est parce que nous sentons bien que tous nous sommes concernés par la violence, quelle qu'elle soit, et que tous nous ressentons au fond du cœur l'appel que le Seigneur Dieu nous fait d'être des acteurs de paix partout où nous serons, pour les hommes politiques, dans les hauts lieux politiques, et pour les simples gens que nous sommes, vous et moi, entre nous, dans notre voisinage, dans nos rencontres journalières, dans nos petits coups de téléphone ou bien d'autres choses encore. Entrons maintenant dans ce temps de prière interreligieuse.